Alors peut-être avant d'ouvrir l'ordre du jour et puis de passer la parole à Kevin qui va faire l'appel, vous avez vu que vous avez des carafes devant vous. Donc je vous incite à trouver le tour de main parce que ça peut un peu arroser autour. Hein. Vous allez peut-être... voilà. On a fait un test ici, mais bon, petit tour de main. Mais Madame Le Tallec, vous avez décidé, vous, de venir avec votre propre produit. Donc, voilà, avec des coquelicots. Donc, je vous demande simplement de laisser les carafes, évidemment, quand vous partez. Première chose. On aimerait bien récupérer les carafes. Et deuxièmement, de récupérer aussi les gobelets, parce que on me dit qu'on va même les laver et vous les remettre la prochaine fois. On aurait pu vous dire, vous partez avec, vous les lavez vous-même et vous les ramenez. Non. Voilà. Ils ne sont pas nominatifs, mais donc vous pouvez... voilà. Soyez rassurés, on les lavera pour vous les remettre la prochaine fois. Des fois que vous n'auriez pas confiance dans vos voisins. Voilà. Ça pourrait être des cruches, voilà. Monsieur Martini, je vois que vous êtes très en forme pour redémarrer la saison. On va le dire, hein. Alors, Kevin, on passe aux choses sérieuses. Kevin va faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Donc, bonjour à tous. Monsieur Renaud-Claude. Eh oui, il est là. Oui. Madame Lombardi-Michel. Présent. Monsieur Le Pennec Jean-Michel. Présent. Monsieur Charpie Patrick. Présent. Madame Levillain Nathalie. Présent. Monsieur Bory Jean. Présent. Monsieur Coudray Jean. Oui. Madame Guilmer Claire. Oui. Madame Huro-Juguet Marie-Françoise. Présent. Monsieur Bénard Jacques. Présent. Monsieur Loiseau Guillaume. Présent. Madame Hervé Renaud Evelyne. Présent. Monsieur Huchet Jacques. Attendez, sa procuration. Il a donné sa procuration, mais qui n'est pas imprimée à Patrick. Jean-Michel Le Pennec, pardon. Jean-Michel Le Pennec. Voilà, on continue. Madame Blanc Evelyne. Présent. Madame Redouté Michel. Présent. Madame Billet Léa. L'email ne s'est pas imprimé. Pardon. Madame Léa Millet. À Monsieur Charpie. D'accord. Madame Flo Véronique. Madame Dura-Carrière Corinne. Madame Gauthier de Saint-Jean Isabelle. Présent. Madame Le Verger Sylvie. Présent. Madame Pinel Claire. Présent. Monsieur Allaire Yves. Madame Hervé Isabelle. Donner procuration à Claire Pinel. Claire Pinel. Madame Pinel. Monsieur Delavoyane. Elle a donné sa procuration à Yves Allaire. Yves Allaire. Monsieur Éric Christophe. Elle a donné sa procuration à Jean Bory. Jean Bory. Madame Descaisses Caroline. Madame Schwab Valérie. Monsieur Naclé Serrouti Pablo. Il a donné sa procuration à Michel Lombardi. Monsieur Le Marié Romain. Bon, il arrive. Ok. Toujours un petit Monsieur peu- Guillard Kevin. Madame Picard Alexandrine. On n'a pas eu de Absente. mais bon, elle a Ok. vécu des événements personnels heureux. Ah, attendez, je viens de Alors. recevoir sa procuration à Madame Schwab Valérie. Voilà, donc j'étais en train de dire qu'elle était... voilà. Ah non, Elle avait vécu des moments heureux, là, donc ce qui fait qu'elle est un petit peu occupée. Voilà. C'est bon. Madame Le Guillerme Laurence. Madame Le Tallec Michel. Madame Hervé Christine. Monsieur Martini Joël. Monsieur Cide Pierre. Monsieur Perrin Stéphane. Monsieur Lefebvre Dupuis Patrick. Madame Le Hérissé Marie-Christine. Monsieur Bessèche Serge. Oui, on l'a reçu. Monsieur Bézèche à Monsieur Lurton. Oui, oui. Monsieur Lorton Gilles. Madame Le Gagne Anne. Et Monsieur Belloir Nicolas. Merci. Voilà. Bah, peut-être avant de vraiment entamer l'ordre du jour, je voulais adresser en notre nom à tous un petit mot à Madame
Bellou, qui est juste devant moi, Nymphodore Bellou, parce qu'elle va nous quitter. Voilà, elle veut prendre sa retraite, elle a décidé dans le mois qui vient de s'arrêter. Et donc, c'est 28 années de présence au conseil municipal. Ça s'applaudit, ça, quand même. Hein. En notre nom à tous, je pensais que ça méritait un petit bouquet. Bravo. Voilà, vous avez vu, en 28 ans, vous n'êtes jamais passé dans les journaux. C'est la question. Elle revient pas. Elle a disparu, du coup. Elle a décidé qu'elle ne ferait pas la dernière séance. On compte sur elle, quand même. Ah bah oui, c'est Elle arrive. On va encore attendre un petit instant qu'elle nous rejoigne. L'émotion. Voilà, Nymphodore, merci encore. Et bravo, on va vous applaudir encore. Merci. On a essayé de faire un compte ensemble du nombre de conseils municipaux. Alors moi, je faisais un calcul, 28 ans multiplié par 6, par 7, ça faisait dans les 200 à peu près. Mais Madame Bellou me disait qu'au tout début, c'était 10 conseils par an. Vous voyez un peu 10 conseils par an. Donc on était plutôt sur la base de 300. plutôt 300 que... Bon, on va faire une moyenne, ça doit faire aux alentours de 250. Hein. À peu près 250. Voilà. Voilà, ben, juste un petit mot, c'est que vous aviez commencé votre carrière en région parisienne en 77. Vous avez passé quelque temps à Saint-Quentin en Yvelines, à Rennes aussi, et vous êtes arrivé à la mairie de Saint-Malo donc le 1er janvier 1981, au service intérieur. Ça s'appelait service intérieur. Qu'est-ce que c'était que le service intérieur à l'époque? Ça gérait les régies de recettes, la formation professionnelle, la police municipale des parkings, les enquêtes administratives, les achats de fournitures matérielles de bureau, le labo photo et l'imprimerie. Donc il restait en dehors de ça pratiquement rien. Vous gériez tout. Voilà. Donc, et en 86, réorganisation des services, vous êtes arrivé au bureau du secrétariat général. Et là, vous avez commencé à vous occuper du conseil municipal en 91. Voilà, 91, donc 28 années de séance du conseil municipal. Je pense que vous allez pouvoir vous mettre à vos mémoires. Vous avez des choses à raconter, vous. Hein. Je pense. Hein. Vous avez dû vivre un certain nombre de séances dans cette salle et dans d'autres salles avant, parce que ça n'a pas toujours été ici. Toujours pour vous. D'accord, ça a toujours été dans cette salle. Parce que le conseil avant a été au Palais du Grand Large d'ailleurs, à une époque, hein, mais c'était avant. Vous n'avez pas connu ça. Bon. Donc vous étiez trop jeune. Ça fait du bien de dire ça. Voilà, bah écoutez, merci Nymphodore encore, merci beaucoup. Vous allez nous manquer beaucoup là. Moi je savais comment vous allez réagir rapidement sous mon œil. Là j'espère que ça va continuer derrière. Voilà, la relève est là, ça y est. Voilà. Là, vous avez le temps de faire un raccordement, une passation de pouvoir, c'est bien. Voilà, merci encore à vous, et puis, je vous en prie, c'est un plaisir. On peut passer au compte-rendu des décisions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Cite.
plus des précisions que des questions. À la page 12 de la CABOX, la décision numéro 206, il est d'usage dans ces comptes rendus de préciser avec quelle personne ou quelle association, quel organisme on contracte. Et là, il manque cette précision sur Attendez, vous dites laquelle, s'il vous page plaît 12. Alors, je ne sais pas si vous avez Je suis le à même la numéro. page 12, mais moi, j'ai pas de... 206. C'est page 2. C'est page 2. La page 2 du... Oui, voilà, 2 sur 16. Bon, d'accord. Je vous donnerai le numéro de page pour la suite. D'accord. 206, La donc 206, oui. la société n'est pas précisée. Avenant numéro 1, moins-value de 3643, c'est ça Voilà. Tout à fait. Faisant suite à une modification de l'implantation de caméras de vidéoprotection intramuros. Quel était le prestataire à qui on allait... Qui était le prestataire, c'est ça? Oui. C'est le nom du prestataire. qui En n'est pas général, indiqué. c'est précisé. Et bon, Ok. pour principe, Le j'aimerais prestataire, bien... monsieur... Qu'est-ce qui peut nous donner le nom du prestataire? Guillaume? C'est comme d'habitude. Si c'est à la prochaine séance, c'est pas grave. Hein, Oui, mais on vous donnera. Mais je faudra pense le que préciser. c'est le même prestataire. Comment? Cap Force. Ok, merci. Alors maintenant à la page, alors pour vous ce sera la page 6, c'est-à-dire la page 16 de la CABOX et pour vous la page 6. C'est à peu près les mêmes questions concernant la décision 244 et la décision 240, puisqu'il s'agit de simple mise à disposition ou d'utilisation d'un local à titre gracieux, mais sans que soit précisé les bénéficiaires. Bon, alors la 240, c'est la mise à disposition d'un garage boxé. 244. Mais vous C'est la m'avez dit 200 240 Non, aussi. il y en a deux. Il y a la 240 et la Voilà, j'ai 244. bien Donc la entendu. 240, c'est le garage, effectivement. Un garage boxé, 6 places du manoir à Saint-Malo pour un loyer de 35 € par mois, soit Donc. 42 €. Alors je ne sais pas qui est attribué le garage. Et la 244, c'est la même question, en fait. Et 244, même chose pour c'est pas bon. Fort d'Alette. Bon, on regardera ça. D'accord. C'est pour les Doris, oui. Les Doris. Le Rigel. Le Rigel. Fort d'Alette, c'est le Rigel. Le Fort d'Alette, c'est Rigel. C'est le Rigel qui stocke qui hiverne sa yole pendant 4 ou 5 mois. Effectivement, dans un local du Fort de l'Estier d'Alette qui dépend du camping et qui était vide, en fait, dont ils ne se servent pas sur les temps d'hiver. Voilà. Très bien. Question. Et 240, oui, ben, j'ai noté 240, le garage à qui il est loué. Hein, on va voir ça. Personne ne le sait, là. Mais on va regarder. Bon, c'est 35 €, ça ne doit pas être... Mais la question vaut, quelle que soit la somme. On vous répondra, on va vous répondre. Très bien. Question encore, non? C'est bon. Allez, eh ben, on passe à la première délibération qui porte sur la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, du 26 mars 2019. Donc, c'est cette commission dans laquelle on observe les transferts de charges entre agglomération et ville. Monsieur Le Pennec. Le transfert donc de compétences du 26 mars portait sur le transfert des relais assistance maternelle et le transfert de l'association Station Nautique dans le cadre de la promotion du tourisme. Suite à ces transferts, il convient de revoir la dotation, les attributions de compensation versées par l'agglomération, sachant que d'une part, pour le transfert des assistantes maternelles, les charges transférées s'élèvent à 36 693 € en fonctionnement et 1 811 € en investissement. Et pour le transfert de l'association Station Nautique, le montant de la section de fonctionnement transféré, les charges s'élèvent à 26 089 €. Et là, il n'y avait pas d'investissement. Il en résulte une modification de l'attribution de la compensation de la ville qui passe de 9 933 000 à 9 868 334 € pour tenir compte de ces deux transferts à l'agglomération. Bon, je pense que vous êtes tous maintenant très habitués à ces mouvements de compensation. Quand on transfère une compétence, c'est des coûts en moins pour la ville. Donc on diminue d'autant la dotation de compensation, enfin la dotation de l'attribution de compensation qui vient vers la ville, quoi, de l'agglo vers la ville.
C'est un mouvement qui assure la neutralité financière des transferts de compétences. Des questions? Non. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Le deuxième point porte sur la mise à disposition des équipements liés au transfert de la compétence création, aménagement, gestion des infrastructures d'accès à la mer à Saint-Malo-Aglo. Donc c'est M. Allaire qui va nous rapporter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour mémoire, la compétence création, aménagement et gestion des infrastructures d'accès à la mer d'intérêt communautaire a été transférée à Saint-Malo Agglomération en décembre 2016. Les cales d'accès concernées sont la cale du pont à Saint-Malo, la cale de Saint-Suliac, la cale de Cancale à Port-Piquin. La présente délibération a pour objet d'approuver le procès-verbal de mise à disposition de la cale du pont. Les travaux d'aménagement sont réalisés par Saint-Malo Agglomération. Une partie de la cale se trouvant sur le domaine public maritime, un dossier de concession entre SMA et l'État est en cours d'instruction. Dans le même temps, les demandes d'autorisation préalables ont été faites ABF, loi sur l'eau, incidence Natura 2000, et sont en cours d'instruction. Le dossier est également soumis à la tenue d'une enquête publique qui démarrera le 14 octobre et se terminera le 12 novembre prochain. Le commissaire enquêteur dispose ensuite d'un mois pour rendre son avis, et à la suite de quoi l'État pourra produire un arrêté de concession espéré pour mi-décembre. Dès lors, les travaux pourront être lancés, étant précisé que la procédure de marché a été menée en parallèle et que le marché est en attente d'être notifié à l'entreprise pressentie. Les travaux pourraient ensuite être réalisés début janvier jusqu'en mai 2020. Merci, Monsieur Allaire. Donc, vous voyez, il s'agit de créer un accès à la mer pour la sécurité au niveau de l'aménagement du pont. Qui a des questions là-dessus? Non. Oui, Monsieur Lurton. Oui, Monsieur le maire, cet accès est quand même un accès qui n'est pas tout à fait anodin pour l'aménagement de la plage du pont. On voit tous qu'il y a un dénivelé assez important à l'endroit où la cale doit être réalisée. Moi, je m'interroge sur les conditions de réalisation de cette cale à cet endroit. Est-ce que les plans ont été tracés ou est-ce qu'on en est de l'aménagement? Est-ce qu'il y a des communications qui ont été faites aux habitants? En tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent sur cet aménagement. Monsieur Allaire, je vais le laisser répondre. Il a suivi particulièrement ce dossier. Oui, effectivement, Monsieur Lurton, des plans ont été élaborés pour assurer une pente d'environ 5% sur cette cale-là, de manière à permettre la mobilité des engins qui devront circuler sur ces zones-là. Pour les engins de secours, bien sûr, hein, il faut avoir la pente la plus faible possible. Et par expertise sur les différentes cales observées, une pente de 5% est tout à fait appropriée pour pouvoir accéder à la zone d'eau. Alors les plans ont d'autant plus été réalisés que l'architecte des Bâtiments de France a déjà donné un avis favorable. Il ne peut pas donner un avis favorable sur une vague dessin sur une page blanche, évidemment. Donc les études ont été réalisées. Déjà, les plans sont suffisamment avancés pour que l'ABF ait pu donner un avis favorable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, c'est un dossier qui est dans les tuyaux depuis, Monsieur Allaire, combien de temps? 15 ans? 27 ou 28 ans, voilà. Bon, on va finir par y arriver. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstentions? Alors, c'est combien d'abstentions, là? 2? Monsieur Bessèche et... Non? 3 avec Bessèche. D'accord, 3 abstentions. Très bien, merci. La troisième délibération porte sur les subventions exceptionnelles à l'association Mémoire Côte d'Émeraude 3945 pour sa participation au 75e anniversaire de la libération de Saint-Malo. Donc vous avez vu que c'est une délibération qui arrive après le 75e anniversaire. Hein. Ça ne vous a pas échappé. Madame Lombardi. Oui, dans le cadre donc, des cérémonies qui avaient été organisées pour le 75e anniversaire de la libération de Saint-Malo, on avait souhaité donner une
grandeur particulière à cet événement. Et donc, on a fait appel à l'association Mémoire Côte d'Émeraude qui a installé donc, sur la cité d'Alette un camp composé de véhicules, de tentes et de figurants en tenue militaire de l'époque. Et donc, pour leur permettre de faire face aux frais qu'ils ont engagés, en particulier pour déplacer les véhicules, nous souhaitons leur accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 €. Des questions? Non. C'était bien. Donc on va leur donner une subvention alors. Vous n'allez pas vous abstenir sur certains. Mais bien sûr, quand vous voulez. Mais c'était pour savoir si votre intervention c'était pour... non, donc il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de... Pas d'abstention, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Et on va garantir des emprunts. Madame Redouté est la spécialiste de la garantie des emprunts. Il y a 4 délibérations. Je crois que c'est 4. Hein. Oui. Voilà, à vous. Alors la première, il s'agit de garantir un emprunt de 130 000 € pour le GEC de l'école Saint-Michel de Rôti-Neuf auprès de la Banque Populaire Grand Ouest. Ce prêt est destiné à financer pour partie des travaux de rénovation des salles de classe et pour partie au remboursement anticipé sans frais de 2 anciens prêts, dont un prêt est actuellement garanti à 100% par la ville de Saint-Malo depuis 2006. Le plan de financement du projet, c'est fonds propres 878 €, subvention de la caisse d'entraide diocésaine 56 000 €, le prêt de la Banque Populaire 130 000 €. Le coût total du projet s'élève donc à 186 878 €. Merci. Oui. Le deuxième, garantie d'un emprunt de... Je sais pas, moi, on les présente tous. Non, comme... Oui, allons-y, allez, on va faire ça en série. Il s'agit de garantir un emprunt de 393 000 € pour la SA d'HLM Larence auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation de 26 logements, résidence La Croix-aux-Chênes, située 16 à 66 Vallée de Beaulieu. Ça concerne donc la réhabilitation de 26 logements semi-collectifs. Le coût total de l'opération est de 924 000 € et consiste en des travaux d'économie d'énergie, d'accessibilité et de rénovation. Oui. Le troisième, garantie d'un emprunt de 700 000 € pour Émeraude Habitation auprès de la Caisse d'épargne de Bretagne, réhabilitation de 72 logements situés rue de l'Amitié et boulevard de l'Espadon. Donc c'est donc un montant de 700 000 €. Les travaux de réhabilitation consistent dans l'amélioration des performances énergétiques et dans la rénovation des logements. Le coût total de l'opération s'élève à 1 213 121 €. Et enfin, le quatrième, c'est la garantie d'un emprunt de 1 032 682 € pour la société coopérative FCM, le foncier coopératif Malouin, auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition foncière de l'ancienne école d'écotage située avenue d'Écotage. Donc la ville avait délibéré le 8 février 2019 pour une caution à 100%, pour un prêt de 961 402 €, mais ce montant ne couvre pas la TVA à 20% sur les travaux de démolition. Donc une nouvelle demande de financement a été effectuée par le foncier coopératif à hauteur de 1 032 682 €. Le coût total de l'opération s'élève à 1 147 424 €. Donc il vous est demandé de bien vouloir adopter ces projets de délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Martini. Madame Redouté, oui, merci. Oui, c'était pour la délibération 7. En commission, concernant la société coopérative Malouine, j'avais noté en commission que ce n'était pas la CECIB, mais la SACIB. Je viens de revérifier, effectivement, et c'est effectivement la SACIB et pas la CECIB tel que c'est marqué. Je l'avais signalé en commission, on devait vérifier, visiblement, ça n'a pas été modifié. Merci. Sur les cotages? Non, mais je veux dire, la 7, effectivement, la société coopérative, c'est marqué Querides, donc c'était anciennement habitation familiale, et c'est pas la CECIB, c'est la SACIB. C'est la SACIB. Oui, sur les cotages, c'est la CECIB qui est... Non, c'est la SACIB. Le foncier. Je sais pas. Écoutez, tel que c'est écrit, on nous parle du foncier coopératif Malouin, et on nous parle de l'ancienne habitation familiale, maintenant qui s'appelle Querides, et par la CECIB, un organisme foncier solidaire. C'est la SACIB ou... La CECIB.
il y a une partie du projet qui se fait en office foncier solidaire. Et donc, mais c'est la CECIB, et pas la SACIB. Les cotages, c'est la CECIB. C'est CECIB. CECIB. Monsieur Charpie, à vous de répondre. Non mais attends, Jean-Ly, en fait, ça fait allusion au fondateur du FCM. Donc c'est bien effectivement Keredes, voilà, la SACIB, et la ville de Saint-Malo aussi. Voilà, c'est la SACIB. Oui, là on ne parle pas des opérateurs, on parle de ceux qui ont créé. Et l'opérateur, c'est la CECIB. L'opérateur, c'est la CECIB. Oui, non, les membres fondateurs. Et l'opérateur, c'est la CECIB. Oui, en lisant la phrase, l'opérateur, c'est bien la CECIB qui était désignée pour faire l'opération. Les fondateurs, c'est la ville de Saint-Malo, c'est Habitation Familiale et la SACIB. Ok, non, il n'y a rien à corriger. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Si. Non, juste une information que vous pourrez, je ne sais pas si vous pourrez la donner d'ailleurs, mais ça concerne la rénovation des logements HLM qui sont à rue de l'Amitié, boulevard d'Espadon. Savoir si cette rénovation est destinée à des bâtiments qui sont prévus pour la location ou qui sont éventuellement destinés à être revendus, puisque certains bâtiments sont proposés à la vente dans ce secteur. Alors ça, c'est laquelle de délibération vous parlez? La numéro 6. Oui. Il s'agit des bâtiments qui sont rue de l'Amitié, boulevard de l'Espadon. C'est une réhabilitation pour la location. Ça. Non, vous confirmez que c'est pour la location? Oui. On vérifiera ça, mais je pense que oui. Ah bah oui, les réhabilitations, c'est pas pour la cession derrière. On vérifiera ça, mais je pense que c'est bien ça. C'est pour de la location. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. On continue. La 8e, la ZAC Croix des Îles, IUT. Là, il s'agit de céder donc une emprise foncière pour la construction d'un ensemble scolaire. En fait, c'est l'ancienne Providence située intramuros qui va se déplacer sur la ZAC de la Croix des Îles. C'est M. Charpie qui nous rapporte cette délibération. Alors bon, c'est simple, la superficie concernée, c'est 9640 mètres carrés, donc située sur la ZAC de la Croix des Îles, au profit de l'OGEC. Donc la vente du foncier était validée au prix de 50 € TTC le mètre carré, soit pour la superficie que j'avais indiquée, un prix global de 482 000 € TTC, à confirmer comme toujours après document d'arpentage. Un protocole a été établi afin de définir les modalités juridiques, financières et techniques de ce projet que vous avez dans votre CABOX. Est-ce qu'il y a des questions? Une très très belle opération qui a été montée extrêmement rapidement. Donc, qui va normalement se traduire par une ouverture pour la rentrée 2022. C'est ça? 21 21 pour une partie, d'accord. 21. Donc, le projet a été présenté aux commissions d'urbanisme. Voilà. Mais c'est vraiment un beau projet. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, il n'y a pas d'opposition. Pas d'abstention. Monsieur Le Pennec ne participe pas au vote. Vous notez. Ensuite, on est toujours à la Croix des Îles. On actualise donc le bilan de la ZAC compte tenu de cette cession de terrain
Monsieur Charpie. Voilà, donc cette cession de ce terrain et les prévisions aussi d'autres cessions, donc qui sont indiquées dans le document, puisque la précédente révision, c'était en février 2018. Donc vous avez un tableau dans le dossier qui reprend toutes les recettes, toutes les dépenses. Voilà, donc ce qui vous est demandé, c'est d'approuver ce nouveau bilan. Des questions? Non? Pas d'opposition, pas d'abstention non plus, merci. Monsieur Bénard, on aménage donc la voie verte, boulevard des Déportés. Oui, merci Monsieur le maire. Dans la même... On reste dans le secteur de la Croix des Îles, effectivement. Oui. Sur le boulevard des Déportés, lors du dernier conseil municipal, on avait évoqué l'aménagement d'une voie verte sur le boulevard des Déportés et on avait donc agréé l'acquisition d'une emprise devant la RME, la Régie Malouine de l'eau, pour cette voie verte. Là, ce soir, je reviens devant vous avec une délibération équivalente pour l'acquisition d'une emprise de voirie, donc là, auprès de la copropriété Erasmus, qui se situe entre le cinéma en construction et la Régie Malouine de l'eau, pour la réalisation de cet aménagement de voie verte. Bon, ça se fait aux conditions habituelles de prix, c'est-à-dire à 15 € du mètre carré, pour une superficie d'environ 170 mètres carrés, soit un prix global de 2 550 €. Voilà, monsieur le maire. Merci. Question? Donc un très très bel aménagement là qui va se prolonger devant l'IUT et devant de futurs multiplex. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. On modifie le PLU dans le secteur de Marville et Trier après enquête publique. Monsieur Charpie. Oui, donc il s'agit d'une évolution mineure du zonage afin de permettre à ce projet de se développer sur une zone assez réduite. Donc il y a eu, comme toujours, une enquête publique qui a été faite et nous avons reçu un avis favorable de la commissaire enquêtrice. Et donc, pour respecter la procédure de modification du PLU, à l'issue de l'enquête publique, le projet de modification doit être approuvé par délibération du conseil municipal. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas d'opposition, pas d'abstention non plus. Merci. La ZAC des Fougerets, le programme des équipements publics et les modalités de financement, M. Charpie. Alors c'est une ZAC qui est portée par Saint-Malo Agglomération dans le cadre de sa compétence économique, développement économique. Donc ce qui est aujourd'hui demandé au Conseil, c'est d'approuver, donner un avis positif pour que Saint-Malo Agglomération puisse développer le projet. Donc dossier sur la réalisation de la ZAC des Fougerets et notamment le programme des équipements publics, ainsi que sur le principe de réalisation des équipements publics revenant de la compétence communale, à savoir une participation à hauteur de 20% du giratoire d'accès à la zone, ce qui représentera pour la ville une dépense de 30 816,99 €. Voilà, donc pour ceux qui siègent en agglo, la semaine prochaine, on aura à délibérer aussi sur la ZAC des Fougerets, puisque c'est une, comme le vient de le dire M. Charpie, c'est une ZAC qui est une ZAC communautaire. Et en particulier sur la cession aussi des terrains pour le futur hôpital, enfin l'établissement de santé mentale qui va s'installer donc enfin sur la ZAC des Fougerets. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. La rue de la Chaussée, on cède une emprise au profit d'Émeraude Habitation. Monsieur Bénard. Oui, merci Monsieur le maire. En fait, on a deux délibérations qui se suivent, la 13 et la 14, qui concernent le même dossier. La 14 concerne le déclassement d'une emprise du domaine public communal et la 13, la cession de cette même emprise au profit d'Émeraude Habitation. Je vais donc vous présenter peut-être les deux en même temps, puisque c'est un dossier intimement lié. Concernant la cession, il s'agit d'une cession d'une emprise communale de 3 505 mètres carrés au profit d'Émeraude Habitation pour permettre la réalisation d'un programme de 47 logements locatifs sociaux pour une surface utile de 2 886 mètres carrés. Cette cession est prévue au prix de 60 € hors taxe le mètre carré, soit un prix global de 173 160 € hors taxe.
C'est un prix inférieur à l'évaluation qui est faite par le service des domaines, mais cela est justifié par la volonté de permettre la réalisation d'un programme immobilier à vocation sociale dans ce secteur. Il est prévu également que la commune réalise une voirie pour assurer la desserte de la salle des sports qui existe auprès du projet immobilier. Le coût des travaux est évalué à 91 000 € hors taxes et sera pris en charge par moitié par la ville et par moitié par le Émeraude Habitation. Concernant le déclassement, eh bien, il s'agit du déclassement de cette parcelle de 3 945 m², avec une caractéristique qui tient à la suppression de 32 places de stationnement qui sont sur l'espace public, qui seront cédées à Émeraude Habitation dans le cadre de son programme immobilier. Et ces places seront compensées par 34 places de stationnement qui seront remises à disposition du public, 5 places qui seront rétrocédées par Émeraude Habitation à la ville, 29 places recréées par la ville pour partie au nord de l'emprise de l'ancien collège Surcouf et pour une autre partie au nord de la salle des sports. Voilà, Monsieur le maire, ce que l'on peut dire sur ces deux délibérations. Merci. Bon, vous avez un plan en annexe, la pièce 5B, qui vous permet de mieux comprendre, parce qu'à l'oral, c'est pas très facile d'expliquer tout ça, mais vous voyez comment se répartissent les places privatisées, les places publiques qui sont recréées ou rétrocédées, donc pour avoir à la fois accès aux équipements publics, à la salle de sport derrière, aussi à l'ancien collège Surcouf qui est maintenant mis à disposition des associations, et aussi de privatiser une partie des stationnements pour les futurs logements d'Émeraude Habitation. Des questions? Non, pas de problème, pas d'opposition et pas d'abstention, merci. Passer à la 15e délibération, Monsieur Charpy. On déclasse une emprise de domaine public pour la bâtie Armor à Marville. Voilà, donc pour pouvoir permettre la réalisation de ce projet, on a prévu de céder une partie d'un parc de stationnement à usage public qui est au droit de l'avenue de Marville, ainsi qu'une bande de foncier le long de l'avenue de Marville, le tout pour une surface d'environ 1140 m². Donc il faut procéder à son déclassement. Une enquête publique a eu lieu du 21 août au 4 septembre 2019 avec un avis favorable du commissaire enquêteur. Il faut préciser que 70 places seront reconstituées de l'autre côté de l'avenue de Marville le jour où une des deux barres de Marville donc, sera détruite. Voilà, bon, ce qui ne va pas normalement tarder, puisque les démolitions devraient commencer en fin d'année. Hein. Voilà. Oui, Monsieur Lefebvre-Dupuy, oui. Oui. Pardon. Ouais. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous repréciser le nombre de logements sociaux qu'il y a sur les 124 prévus dans l'opération? Oui, alors ça, Monsieur Charpy, c'est peut-être. Peut-être non, mais Non, mais on déclasse parce que ça a un caractère social, ça fait un de logements sociaux. Oui, mais vous ne faites pas de soucis. Globalement, au niveau de la ville, on respecte bien les quotas, puisque justement ce matin, j'étais à l'agglomération avec la direction générale et on regardait commune par commune le respect des règles et la ville de Saint-Malo respecte même très au-delà les pourcentages de logements sociaux, puisque on est... Il y en a 47, me dit-on. Ce serait indiqué dans la délibération. Alors. Voilà. On est très au-delà des 25%, alors des 20% minimum de la loi SRU, évidemment, mais au-delà des 25%. Oui, Madame Le Une demande de précision, Monsieur le maire, s'il vous plaît. Nous déclassons de manière anticipée. Est-ce que l'on doit entendre qu'il y aura une session à venir suite à ce déclassement? Une superficie de 6 966 m² qui participe effectivement au prix de revient de l'ensemble de l'opération. A-t-on une estimation des domaines sur cette cession, si toutefois elle est à venir, ce que je comprends, mais bon, quelque chose a pu m'échapper. Et quel sera le prix de cession?
Bon, est-ce qu'on est capable de répondre à tout ça en ce moment? C'est un dossier complet. Effectivement, il y a des différents éléments de cession, celui qui fait l'objet des classements d'aujourd'hui. Mais je pense que ça avait été présenté en commission d'urbanisme, il me semble. Voilà, il y a donc là, j'ai pas les éléments comme ça à vous donner, mais je vous les communiquerai également. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. La Pointe du Christ, convention de servitude avec une indivision, Loisel, Mognetti, Monsieur Bénard. Oui, merci Monsieur le maire. Cette délibération a pour but de permettre le cheminement piéton au plus près possible du littoral dans le secteur des rochers sculptés à Roténeuf. C'est un secteur sur lequel ne s'exerce pas la servitude qui a été instituée par la loi du 31 décembre 1976, connue sous le nom de la loi littorale. Et depuis, je dirais, 3-4 ans, nous sommes en discussion avec l'indivision Loisel-Mognetti pour essayer de trouver un accord permettant de réaliser cette continuité du chemin piéton. Nous avons réussi à avoir un accord et la convention qui vous est proposée à travers cette délibération prévoit que l'indivision Loisel s'engage donc à concéder à la commune de Saint-Malo une servitude de passage sur les parcelles leur appartenant. Et en contrepartie, la commune de Saint-Malo s'engage à prendre en charge les travaux de réalisation d'un ouvrage qui permettent d'aménager le cheminement au plus près de la falaise, à l'extrémité nord des parcelles de l'indivision Loisel. Donc ce protocole d'accord a été établi et on vous demande de bien vouloir donc adopter cette délibération. En continuité du chemin littoral, hein. Vous savez, c'est une vieille affaire, ça aussi, ça fait longtemps que cette discussion était engagée, là on finit par trouver un accord. Il y a des questions? Oui, Monsieur Perrin. Oui, merci Monsieur le maire. Simplement pour dire qu'effectivement, on doit se réjouir que ce dossier ait avancé. J'en suis d'autant plus heureux que j'avais eu le sentiment au début de la mandature qu'on avait un peu baissé pavillon sur la continuité du sentier côtier dans ce secteur-là. On avait pris une délibération, alors c'était dans le secteur qui était au droit du site des Rochers Sculptés et du Bénétin, du restaurant Le Bénétin, qui était plutôt une forme de contournement que de continuité véritable du sentier littoral. Je l'avais regretté à l'époque. Donc j'espère que ça témoigne du fait qu'on va véritablement aller vers une avancée de cette continuité. Alors il y a des obstacles juridiques et des obstacles techniques que je veux bien entendre, mais c'est vrai que si on veut rendre ce littoral accessible à tout le monde, il faut qu'on soit volontariste sur ce dossier. Donc cette délibération est bienvenue et j'espère qu'elle en appellera d'autres. Voilà. Oui, c'est bon, on va remercier ceux qui ont sué sang et eau pour en arriver là, depuis éventuellement plus que 6 ans d'ailleurs, et avant même. Comme quoi les choses ne sont pas simples, sinon elles seraient réglées depuis longtemps. Mais on y arrive, la preuve, voilà. Donc j'entends ce que vous dites et on est bien d'accord là-dessus. Il faut continuer les efforts pour que petit à petit, on voit bien dans les communes voisines que les choses ne sont pas si simples non plus. Il n'y a pas que chez nous que c'est compliqué. Hein, voilà. Oui, Monsieur Lurton. Oui, Monsieur le maire, moi aussi, je me réjouis de l'avancement de ce dossier qui permet un pas de plus dans la continuité du cheminement le long du littoral, sur un endroit sur lequel, effectivement, il n'est pas possible de passer sur la servitude, parce que la servitude, il n'y aurait pas moyen de passer. Je vois que donc une petite passerelle sera réalisée pour assurer le passage au niveau de la crevasse qu'il reste, et je trouve que c'est une excellente idée. De mon point de vue, après cet aménagement, que j'ai bien suivi aussi dans le passé, voilà, qui était compliqué, je le sais à quel point il était compliqué, la preuve, il a mis tellement de temps à aboutir, il restera après cela, en fait, si vous voulez, la continuité le long du littoral sera pratiquement assurée d'un bout à l'autre du littoral de Saint-Malo avec cet équipement. Il ne restera, bon, mis à part quelques petites contorsions, mais enfin on arrive quand même à passer quand on se promène à certains endroits. Moi je trouve que jusqu'à présent, ça se passe bien. Il restera un seul endroit qui se situe sur Saint-Servant,
dans un chemin qui, je dois dire, est magnifique, déjà presque quasiment totalement réalisé entre les fours à chaud et la plage des Corbières. Je vous invite tous à faire la balade sur le chemin de la propriété de la Roche-aux-Mouettes, enfin là qui longe la propriété de la Roche-aux-Mouettes. C'est une balade absolument magnifique. Il reste un endroit qui pose problème et qui nécessitera peut-être des investissements particuliers si on ne veut pas léser les propriétaires de l'endroit, parce que souvent la servitude, elle s'est un peu éboulée et ça devient complexe de réaliser à certains endroits le cheminement dont on aurait besoin pour rejoindre un bout à l'autre du littoral. Oui. Eh oui, les choses sont compliquées et la passerelle, la deuxième passerelle est beaucoup plus compliquée que la première, puisqu'on a déjà fait des études, on a déjà aussi travaillé là-dessus. On n'a pas attendu la discussion de ce soir pour le faire, mais là aussi, il faut gérer la capacité à financer un certain nombre d'ouvrages. Elle est beaucoup plus complexe. Voilà, donc je pense que j'ai compris que tout le monde était d'accord. J'ai compris ça, mais non, il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Merci. On peut passer à la rue de Beaulieu. Monsieur Bénard, une emprise de voirie auprès de Monsieur Véron. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur Véron a fait l'acquisition en décembre 2016 d'une propriété afin de démolir la maison qui était existante et reconstruire une nouvelle maison. Il a donc eu le permis de construire normalement délivré. Par contre, il est apparu dans le cadre du bornage de la propriété qu'une superficie d'environ 24 mètres devant la propriété de M. Véron était incluse dans sa parcelle et était utilisée à titre de voirie. Donc on a une voirie qui se situe sur la propriété de M. Véron. Un arrêté du 2 novembre 1948, dans le cadre du lotissement d'origine, prévoyait pourtant que les lotisseurs ou acquéreurs des lots devaient céder à la ville de Paramé à l'époque une bande de terrain de 2 mètres pour la réalisation de cette voirie, mais aucune régularisation n'a eu lieu et le cadastre attribue toujours à M. Véron donc cette partie de la voirie. Donc afin de régulariser cette situation, un accord est intervenu pour que la ville se porte acquéreur d'une surface de 24 mètres carrés au prix de 15 € le mètre carré. Et dans le cadre de cette opération, il est également prévu que la ville réalisera les travaux de voirie nécessaires à l'aménagement de l'espace public au droit de la propriété de M. Véron, c'est-à-dire le surbaissé de trottoir aux prises dans le Robé. Grâce à cette délibération, Monsieur le maire, nous allons mettre un terme à un dossier en suspens depuis plus de 70 ans. Ah, on a battu les records, là. Monsieur Bénard, bravo. Capacité à aller fouiller dans les archives supérieure à la moyenne. Merci. Bon, donc qu'est-ce qui n'est pas d'accord pour régler un problème vieux de 70 ans? Personne? Vous êtes d'accord? Mais je ne suis pas d'accord pour établir le record parce qu'il y a un record de plus de 100 ans qui est le lotissement Sainte-Marie à Rothenay. 100 ans. Bon, qui dit mieux? Non, ça s'arrête là. D'accord. Je vais retourner fouiller les armoires. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'autres questions là-dessus, non. La mise aux enchères s'arrête là. Pas d'opposition ni d'abstention, merci. Monsieur Bénard, la cession d'une emprise communale. Alors, cession d'une emprise communale au profit de monsieur et madame Rouault. La ville de Saint-Malo a acquis par acte du 16 décembre 2008 une emprise auprès de monsieur et madame Rouault, rue Claude Monet à Château-Malo, afin d'élargir un chemin rural qui existait et permettre la circulation automobile. Or, ce projet n'a pas vu le jour, il n'est plus d'actualité aujourd'hui, et monsieur et madame Rouault, qui envisagent de diviser leur terrain pour créer un second lot, ont sollicité la ville pour étudier la possibilité d'acquérir à nouveau cette emprise afin de leur permettre la division envisagée. Dans ces conditions, il a été convenu d'une part la cession au profit de monsieur et madame Rouault d'une emprise de 127 mètres carrés environ, au prix initialement acquis par la ville et réactualisé donc à 30 € le mètre carré. Et d'autre part, que la ville prenne à sa charge le coût de la réalisation des murets de soutènement au droit de la future entrée du lot en cours de création.
Donc la délibération porte sur l'approbation de cette vente au profit de monsieur et madame Rouault. Merci. Question? Non, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Monsieur Le Pennec, devrait pas être trop long. Là, on va prendre en charge le déplacement des navires. Ça va être au Sablon. Rapide, puisque les travaux là, vont être en cours jusqu'au 20 octobre sur le ponton A qui est remplacé. Donc il convient bien sûr de déplacer les bateaux et de leur trouver un autre emplacement, soit à Vauban, soit au port de Saint-Cas. Il y a des accords qui ont été passés et il vous est proposé qu'on prenne en charge le coût de surprésentation de facture, bien sûr, les coûts engendrés par ces nouveaux stationnements de bateaux pendant la durée des travaux. Voilà, je pense que ça va de soi, mais il faut quand même une délibération. Il n'y a pas de question là-dessus, pas d'opposition ni d'abstention, merci. Madame Guildemer, une subvention à la SNBSM pour le Tour de Bretagne. Oui, merci Monsieur le maire. Donc c'est une subvention qui est accordée à la SNBSM effectivement dans le cadre de l'accueil d'une étape du Tour de Bretagne à la voile, et qui a été complété suite à la commission numéro 4 et à la demande de M. Bessèche qui nous demandait le détail des frais engagés par la SNBSM, et donc on a joint à la délibération. Voilà. Voilà. Bon, c'est là aussi une délibération après coup, puisque le Tour de Bretagne, comme vous le savez, est déjà passé à Saint-Malo. Et bon, j'espère que vous allez quand même voter cette délibération. Sinon, il va falloir demander aux organisateurs de rembobiner. Là, voilà. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Madame Hervé Renou, les subventions au collège. Donc il s'agit d'une subvention qu'on vous propose d'accorder au lycée La Providence 570 € et au collège Moka 630 € pour un déplacement avec leurs élèves, l'un à Budapest et l'autre à Séville. Là aussi, subvention habituelle, classique. Il n'y a pas de questions, non? Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Monsieur Bory. On va 5 délibérations, 6 même peut-être, 6 délibérations concernant la culture. Le service des bibliothèques, on va changer le règlement intérieur. Bon, ce sont des points mineurs, on ne va pas y passer, je pense, tout le temps. Donc le règlement intérieur est une obligation pour les bibliothèques. Le précédent règlement intérieur date de décembre 2014. Il avait été approuvé en conseil municipal. Et donc ce nouveau règlement revient sur des points qui sont mineurs, mais qui sont quand même significatifs. Ce règlement s'intègre dans le nouveau projet de lecture publique qui a comme volet phare quand même l'extension des horaires d'ouverture de la médiathèque, qui est passé de 29 à 34 heures, ce qui correspond à une ouverture 6 jours sur 7. C'est aussi la réfection du portail Internet. Et puis enfin, c'est donc la révision de ce règlement intérieur qui vous est détaillé avec les différents points. Les points les plus saillants, significatifs concernent la consommation de boissons et d'encas dans un espace central, le hub, je ne sais pas si vous voyez, c'est cet espace rouge là qui est au milieu, qui a été réaménagé, qui maintenant est affecté à la lecture des périodiques, et qui est donc plus un espace de convivialité où on peut également écouter à volume réduit de la musique. Donc ça correspond à l'évolution des médiathèques qui deviennent de plus en plus des lieux de vie. Et puis pour ceux qui sont des adeptes de la trottinette, par exemple vous, monsieur Cite, vous pouvez venir avec votre trottinette à condition de ne pas rouler dans la bibliothèque avec. On peut la porter à la main dans la médiathèque. Voilà. Et puis vous avez le droit aussi à la planche à roulettes. Voilà, le skate aussi, voilà. Pour votre fils ou vos enfants. Voilà. Et puis la politique de prêt qui était déjà très généreuse, mais qui on peut encore emprunter plus de livres, plus de CD, plus de DVD. Ça vous est précisé dans le règlement. Voilà. Merci. Donc les encas et les boissons, c'est uniquement dans le hub. C'est pas partout quand même. Et en petite quantité. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Non, personne n'est contre. Ne s'oppose non plus, ni s'abstient. Merci. Le conservatoire, on adhère à l'Association des conservatoires de France. Bon, ça doit 143 €. Voilà, on vous propose d'adhérer à l'Association des conservatoires de France, qui est un lieu d'échange des différents conservatoires.
L'exemple qui avait été pris en commission, c'est que cette association permet notamment d'échanger sur les nouvelles modalités de classement des conservatoires. Donc c'est un lieu de rencontre ça ne peut être que bénéfique pour notre conservatoire. Pas de questions? Non, d'accord. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Une subvention exceptionnelle aux Amis de l'œuvre de l'abbé Fourré. Donc on est revenu on revient vers à la pointe... Roténeuf, au Rocher Sculpté. On revient vers la Pointe du Christ. L'association des Amis de l'œuvre de l'abbé Fourré bénéficie d'une subvention habituelle annuelle de 1 000 euros. Et l'association a sollicité la commune pour un projet spécifique, un projet sur 3 ans qui est soutenu par la région Bretagne, qui a 2 angles de travail particuliers. Le premier, c'est l'idée que ce site, après analyse des experts de la DRAC, ne peut pas être conservé à l'infini dans son état, qu'il faut donc accepter avec philosophie que ce lieu s'altère avec les éléments au fil des ans. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de fixer l'héritage avec un projet numérique qui sera donc réalisé dans le cadre de ce projet triennal. Et puis, le deuxième point, ça serait également de proposer une exposition pour mettre en valeur justement ce travail. Ça sera restitué, si tout va bien, on l'espère, à la Tour Bidouane avec une école rennaise dans le courant à la fin du printemps 2020. Voilà. Ce dossier de l'abbé Fourré, il avance doucement. Bon, on a mis un peu moins de 70 ans, mais on avance quand même. On a réussi, après plusieurs réunions, à mettre autour de la même table différents protagonistes de ce dossier, qui n'est pas toujours très simple, puisque l'exploitant et l'association, l'exploitant privé, l'association n'avaient pas forcément des relations très apaisées. Mais progressivement, les relations s'apaisent. Une convention a été signée et il est donc très envisagé maintenant que, bénéficiant de l'expertise de l'association, des professionnels puissent venir sur le site pour restaurer ce qui peut l'être et entretenir ce qui peut l'être pour éviter au maximum la dégradation du site. Merci. C'est bon on peut saluer le travail de l'association des amis. Ouais. Ils sont quand même ils sont constants dans leur action là et bon, c'est quand même un lieu emblématique de Saint-Malo. C'est donc bien d'accompagner cette association en lui attribuant cette subvention exceptionnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas d'opposition ni d'abstention, ça va. Allez. La bourse au projet à l'UTL. Et là, on va lui attribuer aussi une subvention exceptionnelle, M. Bory. L'UTL, pour ses 40 ans. Voilà, fête ses 40 ans. Bon, c'est une institution, c'est une association qui est remarquable d'efficacité et de rayonnement et qui souhaite fêter comme il se doit les 40 ans d'existence de cette association. On vous propose donc de les aider à hauteur de 1 500 € prélevés sur la bourse à projet. Alors, M. Bessèche n'était pas là, mais il nous avait posé la question en commission de savoir ce qui était prévu. Donc, j'ai appelé la présidente cet après-midi. C'est le jeudi 7 novembre à l'espace Bouvet. Il y aura un moment de convivialité autour d'une collation avec un peu de musique, un peu de théâtre et des prises de parole des personnalités éminentes de l'UTL. Voilà. Oui, là aussi, beau travail de l'UTL qui a un succès reconnu, remarqué, puis qui continue sur une dynamique. Pas combien, plus de 1000 adhérents là maintenant. 1400, oui, 1400, oui, le chiffre était 1500, pardon. Donc 1 500 € pour 1 500 adhérents. C'est simple, le ratio, 1 € par adhérent. Donc l'année prochaine, ce sont 2000 adhérents, ce sera 2000 €. Ah, mais ça n'ira plus d'anniversaire. Mais ce sera 41 ans à ce moment-là. Il y a des questions là aussi? Non, je pense que tout le monde est d'accord pour soutenir cette proposition. Pas d'opposition ni d'abstention. Merci. On propose au vote un avenant au contrat de délégation de service public des théâtres
Monsieur Bory. Donc, je vous rappelle que la SARL JMD Saint-Malo assure en affermage l'exploitation de services publics avec un contrat de DSP de 5 ans qui a débuté le 1er janvier 2017. Le délégataire développe donc son projet en réponse aux objectifs qui sont arrêtés par ce contrat, qui sont rappelés dans la délibération, des spectacles tout public, découvertes, des spectacles jeunes et très jeunes publics, des conférences scientifiques et puis un soutien au monde associatif. Dans ce contrat de DSP, l'article 43 prévoit une clause de retour à meilleure fortune. C'est-à-dire que la ville perçoit un intéressement en cas d'amélioration de l'excédent brut d'exploitation réalisé par rapport à l'EBE prévisionnel. Et que ce montant de l'intéressement est calculé jusqu'à aujourd'hui selon la formule 33 fois EBE réalisé moins EBE prévisionnel. Et il vous est proposé... Par 100, hein. Pas 33 fois. 33%, oui, pardon. Divisé par 100. Ça serait trop, là. Malheureusement. Donc, en accord avec le délégataire, il vous est proposé une autre formule d'intéressement qui est plus intéressante pour la ville et qui est plus simple. Donc, on risque moins de se tromper dans le calcul. Donc, c'est intéressement égal 33% de l'EBE réel. Et l'exemple qui est pris, c'est l'exemple sur 2018, avec un EBE qui passerait de 80 250 à 87 577. Ça, c'est le premier point de cette délibération. Les 33% passent à... Ce sont les 33% qui passent à 87 000. Hein. Le BE est plus fort que ça. Oui, c'est ce que, bien sûr. C'est le retour pour la ville. C'est le retour. Voilà, pour la ville. Le deuxième point de cette délibération, c'est la précision à la demande de la trésorerie que la redevance annuelle d'occupation du domaine public d'un montant de 30 000 € est assujettie à la TVA et que donc il est TTC. Voilà, c'est ce qui nous a été demandé de préciser. Voilà, bon, ça montre qu'effectivement le théâtre fonctionne bien et que d'ailleurs les résultats en matière d'abonnement sont plus de 1500 abonnés aujourd'hui. On va commencer à interroger d'ailleurs le besoin éventuel d'avoir des doublements des spectacles dans certains cas de figure parce qu'on va avoir des difficultés à avoir des places compte tenu du nombre d'abonnés. On sera vigilant là-dessus aussi. Mais... Donc, succès de cette délégation, manifestement, qui a une programmation dont tout le monde pense, dit et observe qu'elle est de qualité diversifiée. Elle a permis aussi d'ouvrir la largeur des générations qui fréquentent le théâtre. Hein. On était très cheveux blancs, peut-être. On est plus. Maintenant, on a élargi le panel, voilà, la panoplie. C'était un des objectifs qui était poursuivi aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Voilà. Bon, l'avenant nous fait gagner 7 000 €, vous avez compris, là, en supprimant, en modifiant la formule. Cette année, parce que ça dépend évidemment des résultats d'une année. Chaque année. Pas d'opposition? Oui. Opposition? Oui. Une. Opposition? Pas d'abstention? Merci. Les tarifs du conservatoire. Voilà. Bah oui. Donc, révision des tarifs... c'est un additif à la délibération du 23 mai pour le conservatoire. On complète les tarifs avec la précision sur le coût d'intervention des musiciens intervenant dans les écoles primaires du territoire de l'école centre. Hein, c'est un dispositif important. Le coût horaire, c'est 42 €, ça n'est pas changé. Il est précisé également les tarifs des concerts, de la saison musicale du conservatoire. Vous pourrez observer la modicité relative quand même toujours, 18 € ou 9 € pour les concerts de musique classique, c'est pas très cher, avec en plus des tarifs pour les étudiants à 9 €. Et puis les spectacles jeunes publics à 6 € et 3 €. La seule nouveauté, c'est que on propose un tarif pour les élèves qui sont dans les écoles qui ne sont pas de Saint-Malo, les élèves de l'Aglo, qui peuvent aller donc voir ces spectacles pour la modique somme de 3 €.
par personne, pas par école. Oui, quand même. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas d'opposition, pas d'abstention non plus. Merci. Je vous propose de passer à la 28e. Et là, c'est Madame Levillain qui va prendre la parole pour nous rapporter le rapport annuel sur le contrat de ville 2015-2020. Et il faudra l'approuver d'ailleurs. Donc, Madame Levillain, à vous la parole. Merci Monsieur le maire. Oui, c'est comme tous les ans, le rapport annuel donc, de l'année 2018 est proposé ici pour approbation, sachant qu'il est passé en conseil communautaire le 27 juin dernier et requiert aussi l'avis du conseil citoyen. Alors pour cet exercice à mi-parcours, puisque le contrat de ville qui avait une durée de vie de 2015 à 2020 est prolongé jusqu'en 2022, donc cette année 2018 est juste le mi-parcours. Je me propose un exercice raisonnable, je préviens, mais concret. Pour ces notions du rapport, on a 105 pages que je ne vais pas synthétiser, mais que je vais vous résumer en actions concrètes pour que vous ayez la compréhension de ce rapport entre les lignes. Le QPV, c'est à peu près 4000 habitants. Ça concerne 4000 habitants, le quartier prioritaire de la ville. Une population qui est connue pour être une population jeune, un quart des enfants de moins de 15 ans, mais qui vieillit. Personnes isolées pour 44% des ménages. Un taux de personnes en situation monoparentale important, on est à 18%. Un taux de pauvreté à 36%. Un effet de parentalité précoce qui est largement reconnu sur le QPV, avec des jeunes femmes pour moitié qui sont en situation monoparentale. Une grande précarité et de vulnérabilité pour les enfants, c'est 1 mineur sur 3. Des nombres de demandeurs d'emploi qui est stable, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, depuis 2015, mais qui a quelque chose d'un peu positif tout de même, c'est qu'on a une diminution des catégories A, donc sans emploi et n'ayant pas eu d'emploi, une augmentation sur les catégories C, ceux qui ont 78 heures par mois environ d'emploi. Niveau de formation peu élevé et un indice de difficulté qui croise différents facteurs importants, parce qu'il est de 71%, il est au-dessus de la moyenne des autres QPV sur le plan national. Ça veut dire que ce quartier prioritaire, même si souvent sur Saint-Malo, on se dit qu'il y a pire ailleurs, on a une population qui demande de l'attention et qui est dans un contexte de pauvreté. C'est un terme que les habitants du quartier n'aiment pas entendre, mais qui est réel et qui demande beaucoup d'attention. Alors je ne vais pas vous parler de gouvernance, je ne vais pas vous parler de comité technique, du comité de pilotage. Sur une autre instance de ce matin, on s'est rendu compte que ça n'avait que l'effet d'assourdir tout le monde et de ne pas les intéresser. Je vais vous parler de concret. Déjà sur le comité de financeurs 2018, c'est 240 000 € entre la ville, l'État et le conseil départemental pour les actions menées dans le contrat de ville. Il y a des appels à projets, vous connaissez maintenant le fonctionnement. C'est 55 dossiers, 45 projets soutenus. Depuis le début du contrat, on est à peu près 940 000 € apportés aux associations, parce que c'est ça, ce sont des associations, des structures qui s'engagent pour les habitants du quartier. On a le conseil citoyen qui est en fonctionnement, c'est vraiment la participation des habitants du quartier, qui travaille énormément sur la communication, qui est un élément difficile pour les habitants, et pour l'extérieur aussi, et qui a travaillé avec un lien très fort avec Émeraude Habitation, le bailleur principal, la police municipale et la nationale, pour parler de leurs difficultés du quotidien. C'est quand même un rendez-vous mensuel avec Émeraude nationale et municipale qui s'est mis en place. Un tout petit point sur le programme de réussite éducatif pour les enfants de 2 à 16 ans. C'est 102 parcours en 2018 suivis sur un accompagnement global qu'on pense souvent sur la scolarité, mais le 60% des accompagnements est sur la parentalité, et ça veut dire quelque chose. Pour vous donner une idée du résultat, parce que c'est ce qu'on pense souvent, c'est 46 sorties en 2018. Ça dépend aussi de la cohorte, parce que les suivis, c'est plus d'1 an. Sur ces 46 sorties, on en a 17 parce qu'on est arrivé au bout du parcours, positivement.
On en a 11 qui sont revenus dans le droit commun, et c'est aussi le rôle de toutes les actions du contrat de ville, c'est de ramener les personnes vers les ressources existantes. 15, 3 pour déménagement, mais ça ce n'est rien, et 15 pour non-adhésion. C'est un élément important du contrat de ville avec les habitants, les jeunes et les familles. Non-adhésion, ça veut dire parfois des signalements à la protection de l'enfance, mais ça veut dire aussi des partenaires qui n'arrivent pas à mobiliser la population et des jeunes qui n'acceptent pas aussi cet accompagnement. C'est un élément à comprendre. Sur les actions, vous avez dans les tableaux toutes les actions, vous avez leur organisation, leur financement. Je vais en retenir 3 et vous indiquez des choses dessus. La pratique de la boxe avec le centre Anne Ring Malouin qui a mené des actions dans le quartier avec ce rôle garçon et fille important, qui n'est pas un rôle de défoule ou de violence, mais bien au contraire un rôle très éducatif, de maîtrise de soi, de respect et de réassurance des jeunes. La découverte du littoral malouin, on en parle souvent aussi, que les enfants du quartier ne vont pas sur notre littoral et pourtant il y a beaucoup d'activités. Et des activités nautiques qui a été portée par le Surf School et d'autres associations qui s'y sont associées. C'est tout l'été et c'est tous les mercredis tout au cours de l'année où on a emmené des enfants du quartier dans les activités nautiques avec le transport à peu près de 25 enfants que l'association vient chercher dans les quartiers par séance. Et puis on va parler emploi parce que quand on parle de ressources, on parle emploi. Idée Intérim qui travaille sur le retour vers l'emploi, qui sur des stages de 3 mois avec 25 demandeurs a réussi à remettre 14 personnes dans un engagement d'emploi durable. Donc c'est des réussites. Dans le rapport que vous avez aussi un point sur le développement social urbain, puisque la ville a une dotation de solidarité urbaine d'à peu près 1 400 000 et qu'elle doit se rattacher ou mettre en avant les actions qui peuvent être fléchées vers les habitants du quartier prioritaire. Donc vous avez évidemment le service éducation et toutes les actions qu'il développe au niveau du numérique, au niveau de l'accueil périscolaire, extrascolaire et du parcours de l'élève. Le CCAS avec tous ses pôles et ça je vais pas le développer parce qu'on va en avoir pour un petit moment. Le projet social de territoire et les actions qui ont été mises en place, l'animatrice territoriale de santé aussi puisque le pôle santé est important, et le service animation avec le pôle ressources Centrale IND, Bige et le pôle animation des quartiers qui bien évidemment a des actions pour tous les enfants de Saint-Malo mais aussi pour le QPV. Vous verrez dans les annexes une description du forum santé qui a été mis en place à l'initiative, et je tiens à le dire, de notre chargée de mission Isabelle Méga et de notre animatrice territoriale de santé, qui ont réuni de nombreux professionnels de santé qui bénévolement ont accueilli les gens les plus éloignés du soin. Vous regardez les chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on parle de 24 bilans de santé, VIH hépatique, 45 bilans visuels ou 8 femmes qui ont vu un gynécologue qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps, ça veut dire que sur la santé, on a aussi un grand travail à faire. C'est aussi pour ça que l'ARS nous soutient, pour qu'on développe une infirmière santé précarité sur le quartier. Ce contrat de ville, en conclusion, je dirais que c'est un travail conséquent, un engagement conséquent de la ville, de l'État, du conseil départemental, de Saint-Malo Agglomération, au niveau financier, mais au niveau des actions et des équipes qui portent le projet. Mais je voudrais aussi remercier, parce qu'on ne le fait pas souvent, toutes les structures de la ville, toutes les associations qui s'engagent. Parce que on fait un appel à projet, mais sans engagement des associations qui veulent travailler dans le quartier, et qui se posent la question comment on va réussir à travailler dans le quartier. On n'y arriverait pas. C'est un travail de persévérance, de mobilisation de tous pour une population malouine, pas seulement qui appartient à un quartier, mais qui est malouine, qui a besoin qu'on prenne en compte ses difficultés, avec cet objectif qu'on a tous en commun de sortie de la pauvreté, de recréer une vie sociale de tous les jours et dans la ville.
et par là même de s'attaquer aux problèmes d'incivilité, de violence et d'insécurité. C'est un engagement de tous, et puis je rajouterais que quand on est dans la protection et la prévention pour les enfants et les jeunes, on a des jeunes dans ces quartiers, le contrat de ville travaille sur leur avenir. On est tous engagés avec cohérence, cohésion et persévérance pour leur donner parfois de l'espoir parce que par moments ils n'y croient plus, mais pour surtout en faire des adultes de demain. Voilà. Merci Nathalie. Vous avez raison de lui envoyer un signal parce que Nathalie a beaucoup dépensé et continue de beaucoup dépenser d'énergie dans la politique de la ville, entre autres, puisque c'est pas seulement ça, sa mission est plus large que ça. Mais là, moi je fais observer que on a fait une opération de rénovation urbaine réussie depuis plusieurs années sur le quartier de la Découverte. Mais quand on a fait ça, il faut pas lâcher le morceau, quoi. La tendance, ça pourrait consister à dire ça y est, on a remis tout ça en ordre, on a tracé de nouvelles rues, on a réhabilité des bâtiments, tout ça va bien, etc. Donc il faut continuer à être très présent, et c'est ça c'est ça que traduit le rapport en question et ce que Nathalie Levillain vient d'expliquer, en quoi il faut continuer d'accompagner ces quartiers-là. Il ne faut pas lâcher le morceau, si je puis dire, il faut continuer. Bon. Et j'en profite pour dire, c'est pas dans le QPV directement, mais ça indirectement, on engage la deuxième vague de rénovation urbaine sur le quartier des Provinces et l'Étrier-Marville. Et le quartier des Provinces, c'est un quartier difficile. Donc là, Nathalie en a pas parlé de façon particulière, mais sur lequel il faut passer par la première condition, c'est celle qu'on a remplie déjà en rénovant la Découverte, donc il faut le faire sur les Provinces. Et puis il faudra accompagner ça aussi de la même façon et là aussi durablement pendant et après. Hein, voilà. Alors, le QPV, c'est une compétence qui est à la fois exercée par la ville et par Saint-Malo Agglomération, et qui a vocation à migrer vers Saint-Malo Agglomération, puisque c'est ça la loi. Et parce que l'idée, c'est qu'aussi la solidarité doit s'exercer au niveau d'un territoire communautaire et pas seulement au niveau de la ville-centre. Hein, donc on a déjà un travail qui est fait en commun, collectivement avec l'agglomération, avec le vice-président qui est en charge, mais le rôle de la ville de Saint-Malo, évidemment, reste toujours extrêmement prégnant, primordial. Et le rôle de l'adjointe en charge, Nathalie Levillain, donc je voudrais aussi remercier très directement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Sitt. En fait, c'est pas une question. Je voulais juste rebondir. Alors d'abord dire à Madame Levillain, merci de cet exposé. Je voudrais juste rebondir, mais sans vous contredire ou sans vraiment. Il n'y a pas d'agressivité dans mon propos. Je voudrais rebondir sur un mot. Vous avez insisté sur l'insécurité, la violence et l'incivilité contre lesquelles on peut lutter, notamment à travers ces dispositifs. Alors d'abord, effectivement, ces trois termes s'appliquent, enfin les premières victimes des violences, l'insécurité et l'incivilité sont les gens les plus fragiles et donc les plus pauvres. En revanche, je voudrais juste compléter, abonder votre propos pour insister aussi sur le fait que ces termes d'insécurité, de violence et d'incivilité ne s'appliquent pas spécifiquement ou totalement ou exclusivement au quartier. Ils s'appliquent bien évidemment, on en rencontre dans toutes les couches sociales de la population. Alors actuellement, on parle beaucoup des violences faites aux femmes dans le cadre intrafamilial. Là, il n'y a pas de notion de classe sociale ou de couche sociale. Les incivilités, on se rend compte qu'elles sont partout et qu'elles sont dans tous les quartiers. Et je suis même pas certain qu'elles soient, je parle des incivilités, qu'elles soient plus présentes ici, dans certains quartiers que dans d'autres. Hein. Donc, je voulais juste compléter votre propos sans le remettre en cause, puisque votre propos était équilibré et juste. Mais simplement, je voulais qu'on élargisse et qu'on précise ça. Voilà. Elle brûle de vous répondre.
Alors qu'elle a tout dit avant, vous l'avez dit vous-même, mais je ne vais pas l'empêcher de répondre. Juste, j'ai absolument pas, et je n'oserais pas, dire que les personnes les plus en difficulté sont les auteurs d'incivilité. Je dis juste, et c'est exactement ce que disait Monsieur le maire, je dis juste que c'est un quartier qui reçoit, parce que justement on a besoin de rénovation, de présence sur ce quartier, qui reçoit beaucoup d'incivilité, et ça c'est réel sur Saint-Malo, et c'est pas enfin, Guillaume Loiseau pourrait, voilà, et c'est pas propre à Saint-Malo, mais Guillaume Loiseau pourrait aussi le confirmer, parce que justement on a des personnes fragiles, vous l'avez dit aussi, et justement parce qu'on a un quartier qui en ce moment, avant ce travail qu'on a à faire de réouverture, est un peu la proie à beaucoup de violence quand même. On peut pas le nier, et c'est justement un public qui est en train de s'enfermer, de s'isoler encore plus. Et c'est aussi notre travail. Mais on était sur le... Monsieur Cite... Oui, non, mais non, mais il n'y a pas... On parle du QPV. Donc, on ne parle pas d'autre chose. On peut avoir des propos plus globaux sur ces questions-là. Évidemment, la violence faite aux femmes. On a pris des initiatives, au passage, là. Nathalie Levillain le sait aussi, au niveau du pays de Saint-Malo. On a mis en place des assistances qui vont jusqu'à accompagner les femmes, par exemple, victimes de violences, dans les gendarmeries. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on a été un des tout premiers territoires en France à mettre en place des personnes qui vont à l'appel de la gendarmerie ou de la police au moment où une femme vient déposer et qu'elle se retrouve dans la rue à la fin de sa déposition, de la prendre en main pour l'accompagner, lui trouver un logement s'il faut. On en a beaucoup parlé ces derniers temps sur les chaînes nationales. À Saint-Malo, on l'a fait. Ça s'est peut-être fait dans la discrétion, peut-être que les médias en ont pas assez parlé, parce qu'il y a peut-être d'autres sujets plus importants à évoquer, mais ça s'est fait, et donc, mais c'est pas le sujet directement du débat d'aujourd'hui. On est vraiment sur le QPV, quoi. Hein, voilà. J'espère que vous avez compris que mon propos n'était pas critique. D'ailleurs, il vous a donné l'occasion de rebondir à juste titre, mais je trouve qu'il est bien quand même, comme vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, et comme d'ailleurs vient de le préciser Monsieur le maire, de préciser que ces problèmes-là peuvent toucher spécifiquement les plus pauvres et les plus fragiles, mais que ça touche aussi toutes oui, on a bien compris. Tout le monde est d'accord, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ? Bon, est-ce que vous êtes d'accord pour approuver ce rapport qui a été fait de façon suffisamment, je pense, précise et détaillée par Madame Levillain? Pas d'opposition, d'abstention, on approuve. Merci. Madame Lombardi, on va attaquer le chapitre des ressources humaines avec le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc depuis 2006, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique facilite la mise en place d'une politique d'insertion en faveur des personnels handicapés. Et lorsqu'il y a prescription médicale et que les frais répondent à ces objectifs, ont été engagés par un agent, la ville perçoit ces fonds de la part donc, du Fonds d'insertion et, sur présentation du justificatif, rembourse l'agent concerné. Donc là, il s'agit de prothèses auditives qui ont été acquises par un agent de la ville. Voilà, je pense que là-dessus, on va peut-être pas avoir de long débat. Si, Monsieur Lurton. Attendez, Il n'y a évidemment pas d'opposition sur cette délibération, bien au contraire. J'aurais voulu savoir si c'était possible de profiter de cette délibération pour connaître le taux de travailleurs handicapés à la ville de Saint-Malo actuellement. Nous remplissons complètement les obligations en termes d'emploi de personnel handicapé. Le taux exact, je ne peux pas vous le donner, mais je sais que pour m'en être assuré auprès des RH, que nous respectons tout à fait nos obligations en la matière. Mais je pourrais vous donner le pourcentage précisément une prochaine fois. Pardon. Monsieur André, vous l'avez le taux? On va le donner comme ça en temps réel. Je n'ai pas enfin, sur le taux, je crois qu'on est à entre 6 et 7, je vous dirais, c'est 45 agents qui sont personnes handicapées de la collectivité. Merci de la précision. Madame Le Gagne, oui. Moi, j'ai juste une petite précision. Je suis un peu interpellée par le fait qu'il y ait le nom et le prénom. Et que j'aurais préféré que les fois prochaines,
Mais c'est peut-être légal, hein, mais voilà. Je ne l'ai pas prononcé, mais on est obligé dans la mesure où c'est un agent nommément. On a une obligation, mais le nom n'a pas été donné en séance et personne ne l'a donné. Mais voilà. Bon. Le Trésor public ne Il peut sera pas rembourser enregistré. que si le nom est. Il ne sera pas enregistré, mais vous êtes obligé de l'avoir. Le Trésor public, il fait pas de. Voilà. Il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Merci. Les contrats d'apprentissage 2019-2020, là aussi, là, on veut être fer de lance, à dire comme ça. Voilà, donc les contrats d'apprentissage concernent des jeunes de 16 à 29 ans et ça va bien au-delà de la notion d'apprenti qui est un peu dans l'opinion publique, ça va jusque des Master 2. Et donc en 2018, on a validé le principe et listé les services qui peuvent accueillir des jeunes apprentis. Et chaque année, on revoit donc le chiffre exact de contrats conclus. Donc cette année, nous en avions 3 prévus initialement, et puis un des jeunes qui s'est désisté avant de commencer. Mais sinon, nous avons conclu là, cette année 2 contrats, l'un pour un bachelor chargé de RH et l'autre pour un master 2 d'urbanisme. Sachant que nous avons 3 autres contrats d'apprentissage qui sont en cours actuellement et qui sont sur le point de se terminer. Voilà. Donc on en a entre 5 et puis enfin, en fonction des entrées-sorties, oui. 5. Voilà. On participe avec enthousiasme à ces dispositifs d'apprentissage. Donc, on est tous convaincus, enfin moi toujours, que c'est une façon d'intégrer les jeunes, même quel que soit le niveau, puisque là on est sur des formations qui sont au-delà du bac. Hein. C'est pas seulement pour des CAP, ça couvre l'ensemble de la gamme jusqu'au bac plus 5. Hein. Donc on joue cette partition-là, avec d'ailleurs une petite observation qu'on me faisait là, c'est que Pôle emploi, pas trop le réflexe de venir vers nous. Ils ont ça pour le député à faire remonter, c'est qu'effectivement, les collectivités ne seraient pas dans le dispositif, peut-être dans leur esprit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même un peu dommage, quoi, parce que ça représente une capacité d'offre d'apprentissage qui est quand même pas négligeable sur l'ensemble de la France. Donc il y a un petit quelque chose là, c'est un réflexe qui n'est pas enclenché. Pardon ? Ben si, je crois que c'est Pôle emploi, hein, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Notamment Pôle emploi, avec qui on peut faire remonter nos besoins et les propositions, mais si on ne va pas au-devant de Pôle emploi, en fait, on ne vient pas nous voir. Voilà, bon, oui, monsieur Lurton. Oui, moi je me réjouis aussi que les collectivités puissent prendre des contrats d'apprentissage, évidemment, ça me paraît être une très bonne chose. Comme l'État dans ses services en prend de plus en plus, et comme l'apprentissage remonte actuellement, il faut bien le reconnaître, hein, il faut dire ce qu'il est, remonte actuellement beaucoup en France. Moi je pense que le Pôle emploi devrait être un partenaire de ce type d'opération. Ça me paraît tellement évident que ce qui m'inquiète le plus, actuellement, au vu des exemples qu'on a pu avoir à cette rentrée, c'est la capacité des centres de formation à accueillir ces jeunes apprentis en formation, en matière de nombre de places. Et là, je pense qu'il y a véritablement, alors c'est pas que pour les collectivités, hein, je parle en général, il y a véritablement un sujet. Nous sommes d'accord, il y a un vrai sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Donc vous êtes d'accord pour, j'ai bien compris, pour les contrats d'apprentissage, il n'y a pas d'opposition ni d'abstention. Madame Lombardi, il faut fixer le régime des avantages en nature, repas, donc ça, oui, recommandation de la... C'est une régularisation, parce que c'est CRC. quelque chose qui est versé aux agents, donc qui peuvent bénéficier d'avantages en nature, qui sont intégrés dans l'assiette de cotisation à la charge des employeurs et salariés, également intégrés dans le revenu imposable, et dont la valeur doit être introduite dans le bulletin de paie. Et en fait, nous avons 2 catégories d'agents qui peuvent bénéficier de cet avantage en nature. C'est les agents de la direction éducation, donc les personnels qui travaillent dans les écoles et puis dans les services d'animation et qui accompagnent les enfants au moment du repas, et les agents de la police municipale qui, en période estivale, ont la possibilité donc de bénéficier de cet avantage en nature. Voilà. Voilà. On ne peut pas échapper à ça. Pas de questions ? Non. Voilà. Pas d'opposition ni d'abstention, merci. Nous continuons
Alors, maintenant, l'actualisation du RIFSEP. Voilà. Madame Lombardi. Oui, donc c'est le régime indemnitaire que vous connaissez maintenant, que nous avons mis en place en mai 2017 et qui, au fil du temps, voit tous les cadres d'emploi qui n'en bénéficiaient pas enfin rentrer dans le dispositif RIFSEP. Et depuis février 2019, les ingénieurs en chef et les collaborateurs de cabinet peuvent se voir intégrer donc, ce régime indemnitaire. Donc cette délibération propose d'étendre l'attribution à ces agents. Et également, nous profitons de cette délibération pour régulariser une situation qui n'était pas juste vis-à-vis de certains contractuels, de façon à ce que tous les contractuels, quelle que soit leur raison de recrutement, puissent bénéficier à partir d'un an d'ancienneté dans la ville d'un régime indemnitaire. Voilà, depuis au moins un an en continu. En continu. Bon, c'est une mise en conformité, là aussi, par rapport au texte. Voilà. Des questions, non? Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. La mise en œuvre du compte personnel de formation. Pardon? Oui, monsieur Cite. Une opposition. Opposition? Ok. Opposition de monsieur Cite. Prise en charge des frais liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation. Oui. Alors, ce compte personnel de formation se substitue au droit individuel à la formation. Et en fait, cette proposition vous propose d'agréer la possibilité pour une collectivité d'accorder un accompagnement spécifique aux agents qui mettent en œuvre une formation au titre donc, de ce compte personnel de formation avec un plafond annuel de 1 500 € par agent, sur une enveloppe annuelle globale de 15 000 € pour tous les agents de la collectivité, avec un certain nombre de critères qui peuvent être retenus pour valider ce parcours. Là aussi, c'est des mises en place de dispositifs qui nous dépassent, si je puis dire, voilà, qui sont plus généraux. Qui émanent de la loi travail de 2016. Voilà. Des questions? Non, pas d'opposition ni d'abstention, merci. Ah, on va parler des maîtres chiens et de la privatisation des chiens de la police municipale. Monsieur Loiseau. Merci, monsieur le maire. Donc, depuis 2000, les chiens de la police municipale sont hébergés au chenil municipal, situé, pour ceux qui connaissent, pas très loin de la SPA, et ça jouxtait l'ancienne fourrière animale. Le mode de fonctionnement actuel n'était plus tellement satisfaisant pour diverses raisons. Perte de temps, c'est-à-dire que lorsque les maîtres chiens prenaient leur poste, il fallait qu'ils aillent récupérer le chien sur leur temps de travail au chenil. Lorsqu'ils étaient absents, il fallait des valets de chenil pour l'entretien du chenil, nourrir les chiens, enfin, etc., etc. Donc la décision a été prise de modifier de façon administrative le fonctionnement de la brigade cynophile. Donc nous vous proposons d'autoriser les maîtres chiens d'avoir leurs chiens à domicile, ce qui fait qu'ils arriveront au travail avec leurs chiens à disposition immédiatement. Et pour cela, il conviendra d'établir une convention entre le propriétaire du chien et la ville de Saint-Malo, qui prévoira ainsi des conditions et modalités de la mise à disposition de chaque chien par son propriétaire et le versement par la ville au profit de ce dernier d'une somme de 200 € mensuels afin de faire face à ses frais. Voilà. Merci. Voilà. Ça va faire des chiens heureux, ça, normalement. Hein. Normalement, hein. Des chiens bichonnés. Oui. Oui, on privatise des chiens. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bravo, monsieur Loiseau. Vous avez convaincu la salle. Pas d'opposition, pas d'abstention? Sans montrer l'écran. Merci. On continue. Madame Lombardi, le tableau des emplois. Oui, nous en parlions depuis longtemps, de ce tableau des emplois. Il y a un travail de fond mené étroitement entre la direction générale et les directeurs a permis d'établir enfin une cartographie des postes et emplois permanents parfaitement fiable. Et ça nous a permis également de partager ce travail avec les partenaires sociaux en juin dernier et de leur présenter donc les organigrammes qui reflètent non seulement la cartographie des postes permanents, mais aussi l'organisation de chaque direction. Et tout ça a un sens lorsqu'il s'agit d'entretien professionnel annuel, toutes les choses sont très claires.
Et on a fait à cette occasion également avec les partenaires sociaux en juin un focus sur les postes obsolètes ou devant être supprimés. Parce qu'en fait, depuis un certain nombre d'années, on avait des postes qui étaient supprimés depuis longtemps ou des postes qui n'avaient comme les mises à disposition de SMA qui figuraient toujours sur les postes, enfin sur le tableau des emplois. Et ça nous a permis aussi de faire une présentation des postes à créer et des recrutements qui sont en cours. Et ce tableau, donc maintenant des emplois, est mis à jour en permanence parce on s'est équipé d'outils numériques qui permettent à chaque fois qu'on attribue un poste ou qu'on le modifie, eh bien tout est à un instant T, tout est parfaitement fiable. Et voilà, donc aujourd'hui, on vous présente un tableau des emplois avec les chiffres que vous avez à la fin de ce tableau. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon? Ah, oui, TNC, temps non complet. C'est-à-dire c'est les agents qui ne sont pas à temps partiel demandés, mais à temps non complet, c'est les profs de musique, c'est du conservatoire, ou c'est les agents qui travaillent dans les écoles et qui sont par exemple recrutés que pour le temps de restauration, mais qui ne sont pas recrutés sur un emploi à temps complet. C'est différent du temps partiel qui là est demandé par l'agent. Le temps partiel, il est choisi normalement. Voilà. Il y a des questions? Non? Bon, mais écoutez, il n'y a pas de remarques, pas d'opposition, d'abstention. Voilà, donc on approuve le tableau. Administration générale, Madame Lombardi, le RGPD. Là, c'est une délibération. La protection des données de sécurité des systèmes d'information, vous savez, ça se durcit tout ça. Donc là, c'est très technique. C'est un nouveau règlement européen qui a été adopté en mai 18, qui s'appelle RGPD. On en entend beaucoup parler dans la presse. Donc les règlements généraux pour la protection des données, et qui est entré en vigueur et qui simplifie les règles et dont le principe de base est un contrôle a posteriori fondé sur l'appréciation par le responsable de traitement des risques causés par son traitement, et non plus un système de contrôle a priori basé sur un régime de déclaration. Donc depuis mai 2018, tous les organismes et autorités publiques, donc les collectivités territoriales, doivent désigner un délégué à la protection des données, un Data Protection Officer, voilà, successeur du correspondant informatique et liberté. Et la ville de Saint-Malo donc, a désigné son DPO dès cette date. Et dans le cadre de la mutualisation de la DRNM, c'est-à-dire la Direction des ressources numériques, il est proposé de mutualiser cette fonction de DPO avec celle de RSSI, c'est-à-dire de responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et cette mutualisation prend tout son sens au regard notamment de l'intention, suite à la création donc, de cette direction mutualisée des ressources numériques, de développer une offre de services numériques auprès de l'ensemble des communes de l'agglo. Donc, en parallèle donc, de ce DPO, la gestion de la sécurité des systèmes d'information est aujourd'hui primordiale dans un contexte où les collectivités développent et s'appuient de plus en plus sur des services dématérialisés comme ceux des marchés publics. Donc, il nous faut une protection toujours... Oui, de plus en plus resserrée. Oui. Et donc, il est proposé que le responsable de sécurité des systèmes d'information, donc bien sûr, soit clairement identifié, et que l'on mutualise également cette fonction-là, au même titre que la fonction de DPO. Et dans ce contexte, nous vous proposons d'élargir le champ d'action ainsi que le périmètre du service commun actuel des MRN et de mutualiser à l'échelle du plus grand nombre des collectivités de Saint-Malo qui le souhaitent la fonction DPO couplée à celui de responsable SSI. Et il s'agit en effet d'une part de couvrir la fonction via une répartition des charges sur le plus grand nombre afin de réduire l'effort de chacun, et d'autre part de permettre aux plus petites communes de bénéficier d'une expertise qui ne pourrait pas s'assurer autrement, de façon autonome. Voilà. Et l'objectif, dans un plus long terme, c'est de pouvoir créer un schéma de mutualisation des réseaux des différentes entrées, donc de différentes entités qui sont en place aujourd'hui sur l'agglo. Voilà. Bon, ça nous est apparu vraiment la solution que de mutualiser. Bon, c'est évidemment la ville de Saint-Malo qui avait les structures et les capacités à mettre ça en place, qui aurait pu le faire toute seule.
Mais alors la ville de Cancale avait aussi une petite cellule. Saint-Malo-Aglo en avait. Par contre, toutes les autres communes n'avaient pas. Donc ça nous est apparu opportun de mettre ça en commun, de mutualiser, chacun supportant le financement à due proportion. Hein. Vous savez, on fait un calcul à la clé des besoins de chacune des collectivités. Puis ça règle assez élégamment aussi le problème des toutes petites communes qui n'ont pas les moyens de mettre en place ce genre de dispositif eux-mêmes, ou qui feraient appel à des prestataires externes, etc. Donc voilà le sens général de ce que nous venons de vous dire. Madame Le Gagne, oui. Oui, monsieur le maire, de toute façon, c'est quelque chose de très bien, hein, auquel personne n'échappe, mais on voit bien qu'il y a des injonctions paradoxales par rapport à ce qu'on vient de se dire. Il y a quelques délibérations préalables où là, il y a un nom qui peut apparaître, et ça, c'est un décret, voilà, c'est une loi. Oui. Et là, on nous demande, et de façon tout à fait normale, hein, mais d'être effectivement dans la protection des données. Donc, effectivement, comme nous en parlions avec Gilles Lurton, voilà, il va pouvoir refaire remonter ça à l'Assemblée aussi, parce que ça me semble un petit peu incohérent. Quand on n'aura pas d'injonction contradictoire entre les différents services de l'État, on sera sur une autre planète. Hein. Je suis un peu pessimiste, mais bon, il y a un peu de ça quand même. Hein. Bon, j'entendais aujourd'hui, ce matin, à l'Aglo, on parlait des injonctions contradictoires entre l'ADREAL et l'ADDTM, quand même deux services techniques assez proches les uns des autres. On était sur un sujet, on ne va pas développer ça ici, mais bon, on est en train de faire le lien ou bon, oui, hein, on assure la communication entre deux services de l'État. Enfin, c'est comme ça, c'est pas réjouissant, mais voilà. Les impôts ont besoin de noms, vous savez bien. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'une délibération? Ouais, ben oui. Mais à la région, vous êtes hors la loi. Voilà, c'est tout ça. Vous voulez pas vous confronter au problème, donc vous faites pas. Mais bon, voilà. Mais nous, on assume. Voilà. On assume. Voilà, ben écoutez, c'est fini. C'est fini. 8h moins 10. Voilà.